Dans un instant, nous vous proposons d'écouter Ronnie Broman, directeur de recherche à la Fondation Médecins sans frontières et professeur à l'IEP de Paris, ancien président de Médecins sans frontières, à la librairie Ombre Blanche, vendredi 22 novembre 2019. Il y présentait son ouvrage Guerre humanitaire, mensonges et intox, conversation avec Régis Méran, paru aux éditions textuelles en 2015. La rencontre était organisée en partenariat avec le GREP Midi-Pyrénées, groupe de recherche pour l'éducation et la prospective. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là pour cette rencontre autour de l'ouvrage Guerre humanitaire, mensonges et intox de Ronnie Broman. Merci d'être avec nous. On est très heureux à la librairie Ombre Blanche de vous accueillir. Rencontre en partenariat avec le GREP, puisque vous serez tout à l'heure, je crois, à 20h ou 20h30, je ne sais plus. Bon, donc à 20h30, me dit-on. J'ai déjà oublié ce que j'avais lu. Au GREP, donc à TBS. Alors, Ronnie Broman, pour vous présenter, si je puis dire, vous êtes médecin. Vous êtes l'ancien président de MSF de 82 à 94. Vous êtes aujourd'hui, je crois, enfin, ou toujours, je ne sais pas, professeur associé à l'Institut d'études politiques. Non, ça, j'ai arrêté il y a 2 ans déjà. Bon, d'accord. Vous êtes toujours le lauréat du prix de la Fondation Henri Dunant 1997 et vous êtes, je crois, directeur de recherche à MSF Crash. Le nom est joli, je trouve. Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Et je crois que vous enseignez en Angleterre. À Manchester. À Manchester, si ma mémoire est bonne. Alors, cet ouvrage, qui est un ouvrage édité chez Textuel, qui est en apparence, si je puis dire, en fait, qui est court, mais qui dit beaucoup de choses. Je serais presque tenté de dire un peu de mots, sont une série d'entretiens réalisés avec Régis Méran, alors qui passe, je dirais, en revue une série de conflits, la Somalie, la Libye, le Kosovo, l'Afghanistan, l'Irak. Et ces conflits vous amènent à évoquer la question de justifier ces guerres, je dirais, pour raisons humanitaires, mais vous dites, au fond, tout ceci est un mensonge. Vous évoquez le droit humanitaire qui serait le produit d'une logique de guerre et qui parfois permettrait, je dirais, le permis de tuer en quelque sorte. Et vous faites référence à ce propos à Grégoire Chamaillou, qui était venu ici donc présenter son ouvrage sur les drones, notamment. Et vous pensez qu'il serait bon aujourd'hui que les ONG utilisent un usage restrictif du droit humanitaire, car ça pose la question du droit d'ingérence, mais aussi de la notion de guerre juste. On y reviendra. Et donc, je vous poserai pour démarrer cette première question. Après vous avoir lu, j'ai bien entendu que vous n'étiez pas un pacifiste intégral, comme on disait guerre à la guerre à une époque. La question qui m'est venue, lorsque j'ai fermé cet ouvrage en entretien, une première question, ça a été, mais à quel moment une guerre peut-elle se justifier? Merci, Ronnie Broman. Merci, et merci pour cette invitation. Je suis déjà venu à Ombre Blanche et je suis toujours très heureux de retrouver le public de Toulouse pour discuter de ces questions qui me passionnent depuis longtemps. Je ne suis en effet pas pacifiste, en tout cas pas intégralement pacifiste, même si l'âge avançant, je suis de plus en plus tenté par le pacifisme. Je n'arrive pas à l'être tout à fait dans la mesure où il me semble que certaines situations peuvent justifier le recours à la violence et donc d'une certaine manière à la guerre pouvant se définir comme l'extension de la violence dans une société entière.
Je ne suis pas intégralement pacifiste, donc de ce fait-là. Et par ailleurs, depuis plus de 40 ans, je suis membre actif de Médecins sans frontières. J'ai travaillé sur le terrain, j'ai occupé des responsabilités centrales dans cette association, dont l'un des objectifs, pas le seul, mais l'un des objectifs, l'une des raisons d'être plus exactement, est d'apporter des secours médicaux dans des situations de conflit armé. Et donc j'ai fréquenté, directement ou indirectement, mais souvent de façon directe, physique, les conflits armés de ces 40 dernières années. D'où une interrogation sur les justifications de ces conflits et tout particulièrement une interrogation sur ce qui est aujourd'hui devenu, ce qui est aujourd'hui convenu d'appeler les guerres humanitaires, qui est le nom moderne, selon moi, de ce que autrefois on appelait les guerres justes. Et j'ai donc choisi d'examiner 3 guerres qui ont été qualifiées d'humanitaires: la guerre de Somalie de 92, la guerre du Kosovo de 99 et la guerre de Libye de 2011. D'une part parce que, évidemment, les organisations humanitaires ont été, notamment Médecins sans frontières, ont été extrêmement impliquées là-dedans. D'autre part parce que la France a été elle-même, par l'envoi de ses forces armées, très impliquée dedans. Et enfin, parce que le qualificatif d'humanitaire m'intriguait et que j'ai eu envie de le prendre au sérieux. C'est-à-dire non pas de dire, bon, tout cela, ce sont des mensonges, des occasions de se montrer, de vendre son matériel militaire, pour un président de la République, de rentrer dans l'histoire, parce que c'est comme ça, semble-t-il, qu'on laisse un nom derrière soi, mais aussi pour tenter d'examiner de façon distanciée et aussi objective que possible les raisons de ces guerres. La notion de guerre juste m'est donc apparue comme le cadre dans lequel cet examen pouvait avoir lieu. Et la notion de guerre juste est au départ une contradiction dans les termes. Naturellement, la guerre, c'est par définition l'injustice, puisque c'est le règne de la force. Alors on peut se dire, écartons cette formulation qui n'a d'autre propos que d'être une forme de propagande destinée à faire avaler le morceau. Mais comme je le disais précédemment, ces guerres ont été nommées humanitaires parce qu'elles avaient pour enjeu de venir à bout d'atrocités de masse. En Somalie, il y avait bien une famine, une guerre et des massacres. Au Kosovo, il y avait bien une oppression ethnique et des violences qui n'atteignaient pas le niveau de la Somalie, mais qui étaient tout de même significatifs. Et en Libye, il y avait bien, je laisse là le suspense parce que je vais y venir, il y avait bien quelque chose, en tout cas une dictature, c'est certain. Kadhafi était de fait objectivement un dictateur qui régnait d'une main de fer sur son pays. Et il s'est agi, nous disait-on, et c'est là que, tout en laissant le suspense, je donne déjà une indication, il s'agissait de venir empêcher la commission d'un massacre, c'est-à-dire la destruction de la ville de Benghazi et de l'intégralité de sa population. Donc les guerres justes m'ont semblé un cadre intéressant, d'autant plus qu'en 2005, les Nations Unies ont adopté une résolution, ou plus exactement, ont fait une déclaration qui n'a pas force de résolution, mais qui est elle aussi, un cadre, disons, de décision, qui s'appelait la responsabilité de protéger. Cette notion de responsabilité de protéger, qui est considérée par les juristes, disons, comme une norme émergente, cette notion de responsabilité de protéger, elle se fonde sur l'idée que les massacres de masse sont devenus une menace à la paix et à la sécurité internationale, et qu'à ce titre, les Nations Unies, garants de la paix et de la sécurité internationale, pouvaient déclencher une action de force destinée à protéger la paix et la sécurité internationale en protégeant la population victime ou menacée par un massacre. Or, cette responsabilité de protéger se référait de façon quasi explicite aux critères qui ont été énoncés au XIIIe siècle par Thomas d'Aquin, donc plus connu sous le nom de Saint Thomas, puisqu'il a été béatifié,
notion qui a traversé les siècles avec une constance tout à fait remarquable qui, je trouve, mérite d'être examinée parce que tout de même, un concept aussi lourd, aussi important que celui de guerre juste, qui reste presque intact au cours des siècles, ça mérite aussi en soi un examen. Alors, pour me résumer, je dirais qu'il me semble qu'on ne peut pas écarter l'hypothèse qu'une guerre peut être à la fois nécessaire et justifiée, enfin justifiée parce que nécessaire, et que l'idée selon laquelle des massacres ne peuvent plus être commis impunément à l'ombre ou sous la protection d'une frontière, ça aussi, cela mérite d'être examiné de façon sérieuse, en faisant la part de ce qui est de la propagande et ce qui peut être intéressant du point de vue, disons, de cet idéal de protection des civils, de ce qui est intéressant à examiner. Donc la guerre juste, c'est dans son histoire une guerre qui est que son initiateur doit justifier. Ça peut paraître tout à fait trivial comme cela, mais au XIIIe siècle, lorsque l'Église, par la voix et la plume de Thomas d'Aquin, avance cette notion, cela n'avait rien d'évident dans la mesure où la guerre était précisément l'attribut du souverain et que s'il lui prenait fantaisie, souverain, c'est-à-dire des princes, des rois, peu importe, s'il lui prenait fantaisie de partir guerroyer quelque part, il n'avait pas vraiment à s'en justifier, il fallait simplement qu'il lève les fonds, qu'il lève les troupes, et en avant, on était parti pour la guerre. L'Église, donc, par cette notion de guerre juste, avait la volonté de limiter les circonstances de l'entrée en guerre. Donc la notion de guerre juste, au départ, ce n'est pas une façon de dire la guerre peut être juste et regardez, on va y aller. C'est une façon de dire au souverain, vous ne pouvez pas déclencher la guerre de la manière qui vous semble la bonne. Alors, je n'entrerai pas dans le détail historique, tout cela s'inscrivait également dans le contexte d'une rivalité de pouvoir matériel entre l'Église et les souverains, mais ça, c'est encore une autre affaire. Mais ce qui m'intéresse ici, enfin ce qui nous intéresse, je pense, de façon contemporaine, ce sont ces critères qui sont au nombre de 5 ou 6. J'en ai retenu 5 sur les 6, car le 6e me paraît tout à fait obsolète, mais qui sont ceux que l'on retrouve dans la responsabilité de protéger, donc 8 siècles après la première énonciation de cette théorie. Alors, quels sont ces critères ? Ils sont au nombre de 5, comme je l'ai dit. Les 3 premiers sont d'ordre, je dirais, juridique. Il faut que l'autorité qui décide soit une autorité légitime. À l'époque de saint Thomas, c'était le pape ou le roi très chrétien sous l'autorité du pape. Aujourd'hui, c'est le Conseil de sécurité. Le deuxième critère, c'est une cause juste. À l'époque, c'était la protection des chrétiens ou la défense de la chrétienté. Ce n'était pas exactement la même chose. Aujourd'hui, c'est la prévention ou l'arrêt de massacres de masse. Voilà pour la cause. Et le troisième critère d'ordre juridique, c'est la notion de proportionnalité, qui est d'ailleurs une notion fondamentale du droit humanitaire international tel qu'il existe aujourd'hui. L'idée étant que la violence utilisée pour intervenir ne doit pas excéder la violence que l'on constate sur le terrain. Un principe de proportionnalité assez évident. Ces 3 critères-là, je les catégorise, je les classifie dans l'ordre juridique et finalement je les laisse un peu de côté. Ça n'est pas tellement mon propos de les discuter. Je voulais les rappeler parce ils sont tout de même importants à avoir en tête. Mais ce sont les 2 derniers qui me semblent les plus substantiels, les plus concrets, qui sont l'un, la notion de guerre comme dernier recours. Autrement dit, il faut avoir épuisé toutes les autres solutions possibles, sanctions, condamnations publiques, mesures de rétorsion économique, bref, l'ensemble de l'arsenal non guerrier qui permet éventuellement d'appliquer, d'imposer une décision. Donc la guerre comme dernier recours. Et 5e critère, les chances raisonnables de succès.
C'est-à-dire, là, ces deux critères sont des critères que je qualifie d'éminemment politiques, dans la mesure où il s'agit de mobiliser des bonnes volontés pour tenter de prévenir un massacre. Et il s'agit également d'avoir une idée claire de l'objectif que l'on poursuit et du réalisme de celui-ci. Car une guerre peut aggraver une situation tout en prétendant vouloir l'améliorer. En prétendant, je ne veux pas dire d'ailleurs que ce soit nécessairement un mensonge. Ça peut être aussi une erreur, une illusion. Mais en tout cas, on a vu des cas où une situation a été aggravée par ceux qui entendaient au contraire l'améliorer. On peut dire que c'est, disons, la métaphore du pavé de l'ours, si vous voulez. La Fontaine nous a enseigné des choses tout à fait remarquables là-dessus. Et j'ai donc fait travailler essentiellement les deux derniers critères, la guerre comme dernier recours et les chances raisonnables de succès, sur ces trois guerres qualifiées d'humanitaires que, encore une fois, je désigne comme la notion de guerre juste, modernisée, avec un lexique qui correspond plus au XXe et XXIe siècle que la notion de guerre juste. Et là, on s'aperçoit que dans les trois cas, ces guerres dites humanitaires ont été des guerres de première instance, de premier recours. Autrement dit, loin de chercher à utiliser d'autres possibilités pour faire triompher les objectifs généralement louables qui étaient affichés, on a voulu au contraire la guerre d'abord et on a trouvé les bonnes raisons pour la justifier ensuite. C'était le cas en Somalie, ça a été le cas au Kosovo et c'était plus encore, je crois, que dans les deux cas précédents, le cas en Libye. Quant aux critères de chance raisonnable de succès, comment qualifier le succès en matière de guerre ? Il me semble qu'il y a une façon relativement simple de le faire, qui est de se dire que la situation d'après la guerre doit être meilleure pour les populations civiles, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, doit être meilleure qu'avant la guerre. Or, dans ces trois situations, on en trouve quand même une, le Kosovo, où ce critère peut s'appliquer. Dans l'ensemble, la majorité de la population est aujourd'hui en meilleure situation qu'elle ne l'était avant la guerre, si l'on met de côté la minorité serbe, qui est, elle, toujours cantonnée dans des espaces confinés, comme une sorte de vengeance interminable contre elle. Donc je ne dis pas que la situation au Kosovo est celle que l'on pourrait souhaiter dans l'idéal, mais disons d'un point de vue utilitariste, la majorité de la population bénéficie de conditions préférables à celles qui lui étaient réservées avant la guerre. Donc vous voyez que il y a des nuances à introduire. En revanche, pour la première et la troisième des situations envisagées, à savoir la Somalie et la Libye, bien loin d'améliorer la situation, on l'a au contraire aggravé. On a contribué à plonger les populations dans une situation de tourmente, de violence sans fin, alors même que l'idée était de les sortir de là. Et je précise que ce n'est pas, disons, une sagesse de l'après-coup, une sorte d'intelligence rétrospective que j'appliquerai là, puisque dans ces trois situations, j'avais pris des positions que j'avais écrites. D'ailleurs, j'ai publié des tribunes, voire même un petit livre pour ce qui concerne la Somalie, dans lesquels, au moment où cela se passait, je donnais déjà mon analyse de la situation. Donc, il me semble que le cadre de la guerre juste, j'en viens maintenant à votre question, je termine ma réponse avec cela. Le cadre de la guerre juste, c'est un cadre théorique, c'est un concept, ce n'est pas une réalité matérielle et tout. Mais ces critères sont suffisamment sages, sont suffisamment précis et englobants à la fois pour permettre d'analyser, de se déterminer face à une situation qui souvent emporte des affects, des passions, situations qui cristallisent un certain nombre de positions politiques qui souvent embrouillent plutôt qu'ils n'éclaircissent le propos. Alors, diviser cette question complexe en ces différents critères juridiques
et politiques, et voir comment ils sont appliqués, compte tenu du fait qu'ils reflètent une très grande sagesse philosophique et politique, ça me semble être la bonne façon de les envisager. Et par exemple, le Kosovo, bien qu'ayant été poussé vers la guerre, enfin bien qu'ayant été l'occasion de pousser les autorités yougoslaves, serbes yougoslaves, vers la guerre, me paraît être encore pouvoir être défendu au regard d'une situation qui a été améliorée après la guerre. En revanche, la Somalie et la Libye, elles, relèvent de situations qui sont fabriquées pour justifier une guerre. Et je voudrais donner d'emblée quelques détails sur ce qui justifiait ces guerres, car dans un domaine aussi sensible, où les passions sont à fleur de peau, on en vient vite à des visées conspirationnistes, à des thèses complotistes, qui sont tout le contraire de ce que je pense et auxquelles je ne veux pas du tout être mêlé. Et on le voit, par exemple, en examinant ces deux guerres, la Somalie et la Libye. En Somalie, celui qui a voulu cette guerre et qui a réussi à la déclencher, c'est le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Boutros Ghali, dont l'ambition était parfaitement louable, même si le moyen utilisé pour parvenir à cette ambition était très critiquable. Son ambition, c'était de donner à l'ONU les outils, les instruments, les moyens d'action qui lui avaient fait défaut, mais qui étaient prévus dans ses statuts originaux, moyens et ambitions qui ont été paralysés par la guerre froide pendant les 60 ans où celle-ci a duré. Boutros Ghali est devenu secrétaire général des Nations Unies en 92, enfin entre 91 et 92, entre l'élection et la mise en place. Et son ambition, en étant le premier secrétaire général de la nouvelle ère qui s'ouvrait, post-guerre froide, était précisément de réhabiliter les moyens de l'ONU. Et pour cela, il a utilisé la Somalie en partant d'une situation réelle, une guerre et une famine, mais en exagérant de façon extrêmement forte certains traits qui caractérisaient cette guerre. Par exemple, il prétendait que les milices armées qui se faisaient la guerre détournaient la quasi-totalité de la nourriture et réduisaient à la famine des enfants au point qu'une génération entière allait disparaître. C'était tout à fait, c'était pas entièrement faux, mais c'était très largement faux. Et par exemple, Médecins sans frontières et la Croix-Rouge internationale étaient en mesure de distribuer de la nourriture et de délivrer des soins qui étaient salvateurs, qui étaient extrêmement efficaces, au prix de quelques détournements. En gros, 20% des denrées que nous amenions étaient détournées par ces milices, mais 20% de quantité de vivres qui représentait une somme d'argent très limitée, parce qu'il s'agissait de riz, de lait, de sucre et d'huile, ce qu'on appelle les aliments haute énergie, ça représentait pas grand-chose. Et par ailleurs, ces jeunes miliciens qui détournaient de la nourriture, ils la distribuaient à leur famille, ils la distribuaient dans leur village, et leur famille, leur village en avaient cruellement besoin. Et il s'agissait donc aussi, pour partie, d'une redistribution non organisée, pas faite selon les normes qu'on aime bien voir appliquées, mais enfin qui était aussi une redistribution. Donc c'était, selon moi, quantité négligeable. Ça ne méritait pas du tout une intervention. Et par ailleurs, toutes sortes de moyens que je ne détaille pas, mais enfin que je décris dans leur esprit général, pouvaient être utilisés pour venir à bout des problèmes. Mais Boutros Ghali voulait cette guerre parce qu'il pensait, voulait cette intervention armée qui a débouché sur une guerre, parce qu'il pensait que le nouveau profil de l'ONU en bénéficierait. C'était donc une ambition louable. Je pense que beaucoup de gens se reconnaîtraient ici dans l'idée que des décisions multilatérales prises par une organisation qui regroupe l'ensemble des pays du monde sont préférables à des décisions unilatérales, toujours marquées par un arbitraire et des intérêts spécifiques. Là, il y avait quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus prometteur. Mais la guerre n'était pas le bon moyen pour atteindre cet objectif. Et s'il avait utilisé les deux critères
que j'évoquais là, à savoir la guerre comme dernier recours et des chances raisonnables de succès, il aurait renoncé à celle-ci, même s'il pouvait y avoir des justifications. Quant à la Libye, là, on est, je crois, au-delà de tout. En Libye, il y avait certes une dictature, mais il n'y avait pas de guerre. Il y avait certes une certaine violence sociale et même une violence armée, mais très très loin de ce qui a été dit. Et je voudrais rappeler ici 3 énormes mensonges qui ont été gobés de façon totalement acritique par la majorité de la population en France, la majorité des médias, la majorité des politiques, qui étaient d'une part les bombardements aériens que Kadhafi aurait organisés contre des manifestants à Tripoli. C'était au moment du printemps arabe, il commençait à y avoir des manifestations dans plusieurs villes de Libye, comme dans d'autres pays arabes. Et le bruit a couru, répandu d'ailleurs par Al Jazeera, la chaîne qatari, selon laquelle des avions et des hélicoptères auraient été envoyés à Tripoli pour bombarder des manifestants. Ces bombardements n'ont jamais eu lieu, mais ils ont été tenus pour réels par tout le monde, relayés comme un fait observé. Deuxième énorme mensonge, l'existence de charniers dans lesquels 6000 corps auraient déjà été enfouis, charniers que personne n'a vus, mais dont l'existence n'a été mise en doute par personne. Ils ont été annoncés par la Ligue libyenne des droits de l'homme, 8 jours après ce faux bombardement de Tripoli, et ils ont contribué à faire monter la pression, puisqu'on était parti de manifestations qui étaient réprimées. On arrive là déjà à un carnage. 6000 morts en l'espace de 8 jours, c'est ce qu'on peut déjà appeler un début de boucherie. Ces 6000 morts n'existaient pas, mais ils ont été acceptés comme une réalité par l'essentiel de la presse et par l'essentiel de l'opinion. Et puis troisième bobard, qui est sans doute celui dont on se souvient le plus parce que c'est celui qui a fait le plus de bruit, une colonne de chars qui se dirigeait vers Benghazi et qui allait donc faire couler des rivières de sang, selon les propos du fils de Kadhafi, qui promettait en effet une répression féroce à la population insurgée et aux groupes rebelles qui s'étaient déjà dressés, et qui aurait sans doute, parce que Saïf al-Islam, on sans doute, c'est quelqu'un d'extrêmement dur, qui sans doute aurait commis ce crime s'il en avait eu la possibilité, mais il ne l'avait pas. Donc c'était de la rhétorique guerrière, c'était des paroles d'intimidation, mais ça n'était pas une menace concrète, car pour venir à bout d'une ville d'1 million d'habitants, étendue sur 300 km², dans laquelle existent des groupes armés extrêmement offensifs et extrêmement efficaces, il faut plus que quelques chars. Et cette colonne de chars qui se dirigeait vers Benghazi n'a jamais été vue par personne, elle n'a été qu'alléguée. Et c'est cela qui me frappe, et c'est peut-être cela qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Je précise d'ailleurs que ce n'est pas un livre magnétophone, c'est un livre écrit, partie d'un entretien oral, mais qui est intégralement écrit. C'est cela qui m'a donné envie, plus que le reste, d'intervenir là-dessus, parce que la crédulité avec laquelle ces énormités ont été acceptées par l'ensemble du public, enfin, vous vous rappelez peut-être les éditorialistes des radios du matin, à ce moment-là, on avait vraiment l'impression qu'on sonnait le clairon et qu'on était appelé à défiler sous le drapeau pour partir pratiquement en guerre contre les milices de Kadhafi. Tout cela, ça n'était pas intégralement du bobard. Il y avait une répression, il y avait une dictature, naturellement. Mais une répression, une dictature, il y en a dans bien d'autres endroits. Hein. Les exemples d'aujourd'hui ne manquent pas, du Chili à Hong Kong, au Venezuela, etc. On n'envoie pas la troupe à chaque fois. Là, on prétendait arrêter un carnage qui n'avait aucune chance d'être réalisé, parce qu'encore une fois, il aurait fallu des centaines et des centaines de chars qui n'existaient pas, des dizaines de milliers d'hommes qui n'étaient pas là, et donc la menace était totalement virtuelle. Et en dépit de cela,
elle a été acceptée comme une réalité. Et on est passé du possible au plausible et du plausible au factuel dans une sorte de glissement insensible, mais dont le résultat a été une approbation massive de cette guerre. Alors, en développant ça, j'ai glissé sur... je vais commencer ma réponse à votre question, mais j'ai glissé sur les arguments spécifiques de la guerre de Libye. J'y reviens et je termine là. Je pense que la seule guerre qui est d'emblée justifiée lorsqu'on n'est pas un pacifiste, c'est la guerre de résistance à l'oppression. La guerre de résistance, par exemple, à l'invasion d'un pays par un autre. Mais je relève que même cette notion-là est discutée, non pas par moi, mais par exemple, lorsque des gens qui s'estiment, qui sont objectivement dans une situation d'occupation, prennent les armes pour se dresser contre des occupants, ils sont souvent traités de terroristes. Les Palestiniens sont des terroristes, les Afghans sont des terroristes, les Irakiens sont des terroristes, alors qu'ils résistent à des forces d'occupation étrangères. Donc j'attire l'attention de tout le monde sur cette espèce de géométrie variable de qualification. Il n'en reste pas moins que dans mon esprit, donc, c'est pas forcément la meilleure option à prendre, mais en tout cas, c'est justifié. Et c'est admis, en théorie, comme tel, c'est justifié. Et pour le reste, c'est avec une extrême prudence, sachant que toute guerre commencée se termine différemment de ce que l'on avait envisagé au début, alors qu'on ne doit pas commencer une guerre sans avoir une idée précise de la fin. C'est Clausewitz déjà qui avait mis en évidence cette contradiction fondamentale de la guerre. Nul ne doit être assez fou pour commencer une guerre sans savoir où il veut aller, et nul doit être assez fou pour croire que le début d'une guerre, la fin d'une guerre va être conforme à ce qu'on imaginait au début. Il y a là une contradiction centrale. La guerre, il faut la gagner. Et la guerre, il faut... Voilà. Mais qu'est-ce qu'on appelle gagner une guerre ? Nous avons gagné la guerre de Libye, dans la mesure où les forces de Kadhafi ont été défaites par les forces de l'OTAN, la coalition qui a été envoyée là-bas. Mais l'objectif de la guerre n'était pas de défaire les forces, n'était pas de battre militairement les troupes loyalistes, c'était d'instaurer la démocratie. Or, ça, c'est un objectif qui ne peut pas être assigné à une force armée. Vous dites que ça s'exporte mal. On l'a vu, d'ailleurs. La démocratie ne s'exporte pas et elle ne s'impose pas. La démocratie se construit dans le cadre de luttes politiques, de processus politiques endogènes et non pas importés de l'extérieur. Ça, je crois que c'est une leçon que l'on peut tirer. Bon, il n'y a pas beaucoup de leçons qu'on peut tirer de l'histoire, mais celle-ci, me semble-t-il, peut vraiment ressortir assez facilement de l'examen de tous les processus démocratiques que l'on a vus au cours de l'histoire dans le monde. Et donc, c'était une folie de partir là. Si bien qu'on en est réduit à se demander quelles étaient les raisons sous-jacentes qui ont conduit Sarkozy à vouloir cette guerre et les alliés de Sarkozy à s'associer à lui. Et là, bon, je m'en explique un petit peu. Je pense qu'il s'agit largement d'une guerre privée et d'une guerre idéologique. Cette guerre était idéologique parce que Sarkozy était un néoconservateur, au sens technique du terme. Il avait d'ailleurs approuvé l'invasion de l'Irak en 2003. Il était allé le dire à George Bush Jr. À l'époque, en dépit de la position officielle de la France qui était donc opposée à cette guerre. Il s'est dissocié du gouvernement auquel il appartenait sur cette question quand même particulièrement grave, ce qui montre que ça avait de l'importance pour lui et que c'était une croyance fondamentale. Donc l'usage de la force pour imposer la démocratie, pour faire triompher les droits de l'homme, ce qui est vraiment la partie la plus présentable, mais qui, je crois, n'est pas une partie mensongère, c'est une croyance. Il y a d'autres croyances stupides dans le monde, celle-ci en fait partie, à mon sens, mais c'est une croyance qui existe en tant que telle. Et je pense qu'il était sincèrement convaincu qu'il œuvrait pour le bien de la Libye. Mais ça n'aurait pas été suffisant à soi seul. Il fallait, je pense, d'autres bonnes raisons. Alors, il y avait les intérêts pétroliers de la France, il y avait l'usage de la Libye comme une vitrine pour les démonstrations de force
de l'armement français, les Rafales, les missiles et autres instruments de mort. Et puis il y avait ce qu'aujourd'hui on peut considérer comme l'enjeu privé de cette guerre, à savoir possiblement l'élimination d'un témoin gênant, compte tenu de ce qui est en train de monter maintenant concernant le financement de la campagne de 2007, dans lequel Kadhafi a joué, semble-t-il, un rôle important. Mais enfin bon, le procès, l'instruction est en cours, on verra ce qu'en dit le procès. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Oui, alors, effectivement, la guerre d'aujourd'hui, et vous le montrez aussi dans cet ouvrage, a changé. Et je dirais la notion de droit humanitaire a évolué depuis je dirais, Henri Dunant jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les civils souvent qui sont touchés. Dans ce système de guerre moderne, la question que je me pose aussi, c'est comment ça se passe pour les organisations humanitaires, et vous n'êtes pas forcément tendre, si je puis dire, avec la façon aujourd'hui dont les organisations humanitaires, je dirais, s'investissent à partir des conflits locaux de la planète. Est-ce que vous pourriez préciser cette idée ? Oui, alors là, c'est une partie un peu plus spécifique, c'est la toute dernière partie de mon livre, une partie un peu plus spécifique que je consacre au droit humanitaire, notamment parce qu'au sein de Médecins sans frontières, mais aussi dans pas mal d'organisations humanitaires, ont lieu des débats, des discussions, des interrogations sur l'usage de ce droit. Et personnellement, moi, ayant été, encore une fois, impliqué dans un certain nombre de conflits du point de vue de l'action humanitaire à mener, j'ai été amené à utiliser des clauses contenues dans le droit humanitaire pour faire valoir une position d'acteur légitime à une organisation humanitaire étrangère qui intervient au Darfour, enfin au Soudan, au Libye, au Nigeria, au Guatemala, au Salvador, etc. Et donc, il y a des dispositions du droit humanitaire qui sont tout à fait utiles à préserver pour donner aux organisations humanitaires qui travaillent sur ces terrains-là un certain nombre de moyens liés à la légitimité qui leur est reconnue d'être là. Donc il ne s'agit pas de le jeter par-dessus bord. Mais là où ça commence à devenir problématique, selon moi, c'est lorsque des organisations humanitaires font la promotion du droit humanitaire en mettant en avant, et là je me permets de reprendre un mot que vous avez dit parce que je pense qu'il y a une petite confusion, en mettant en avant le fait que désormais, ce sont principalement les civils qui sont les victimes des guerres, alors qu'autrefois, c'était principalement les militaires qui souffraient des guerres. Et on avance, par exemple, la proportion de 90% de victimes militaires pendant la Première Guerre mondiale et 10% de victimes civiles, proportion qui se serait inversée aujourd'hui, où on constate donc 90% de civils parmi les victimes. Et ça pose plusieurs problèmes d'ordre éthique, philosophique, mais aussi des problèmes, disons presque, d'humanité du discours. D'une part, prendre pour référence la guerre de 14, dont quand même, là, maintenant, on vient de commémorer l'armistice, et on a eu de moultes occasions, pour ceux qui n'étaient pas tout à fait familiers avec ce conflit, d'en percevoir la dimension de cruauté extrême. On a mis 50 millions d'hommes sous l'uniforme pendant la Première Guerre mondiale. 10 millions n'en sont pas revenus. 50 millions d'hommes sous l'uniforme, donc, étaient justiciables d'être envoyés comme chair à canon, mis en pièces par les mitrailleuses ennemies. Invoquer cela comme un exemple à suivre, moi, ça me fait froid dans le dos. Et surtout quand ce sont des organisations humanitaires, y compris au sein de Médecins sans frontières. Oui. Il y aurait des morts licites et des morts illicites. Voilà, c'est ce que j'appelle, j'ai repris de Grégoire Chamaillou, en le recuisinant à ma sauce, le concept de nécroéthique qu'il développe à partir du drone, dans son livre, son excellent livre, La théorie du drone. Et j'ai dit, ben voilà, le droit humanitaire
jette le masque, il se découvre grâce à ce discours inepte, mais qui dit une certaine vérité de ce droit, c'est une nécroéthique, c'est-à-dire c'est un permis de tuer. Les 50 millions de jeunes hommes qui ont été mis sous l'uniforme entre 1914 et 1918 n'avaient pas le droit de vivre en lui-même. Et on avait le droit de les tuer sans être réprimandé pour cela. Donc il y a quelque chose d'inhumain dans ce droit humanitaire. Il y a en tout cas un manque d'humanité dans ce droit humanitaire qui est tout de même problématique. C'est la première raison pour laquelle je suis contre sa promotion. Par ailleurs, mettre en avant une évolution comme celle-ci, c'est-à-dire 90-10 de militaires et 10-90 aujourd'hui, c'est faire fi de tous les massacres de civils, les guerres coloniales, les génocides. Je rappelle que quand même, le génocide arménien, il a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, passé par profit et perte, on l'ignore. Et le génocide juif et le génocide rome, et le massacre des handicapés, et la boucherie, la Deuxième Guerre mondiale, c'est 50 millions de morts. Eh bien, ça semble être préférable à la situation que l'on observe aujourd'hui, où il n'y a jamais eu aussi peu de victimes des guerres dans l'histoire. La période que nous vivons depuis les années 80-90, contrairement aux allégations dramatisantes de certains, est la période la plus pacifique du point de vue du nombre de victimes de guerre que l'on ait connu dans l'histoire. Alors, je ne veux pas dire que nous vivons une période rose, dorée, qu'il n'y a pas de problème, loin de là. Il y a le terrorisme, il y a des victimes, il y a une violence diffuse bien plus importante. Mais enfin, les guerres du Vietnam et d'Afghanistan, pour ne citer et d'Irak, pour ne citer que les dernières grandes guerres interétatiques qui ont eu lieu, sont chacune comptables d'environ 1 million de morts. La guerre de Syrie, même la guerre de Syrie, qui est la plus sauvage, qui est la plus cruelle aujourd'hui, ne fait pas le figure à côté de celle-ci. Donc on joue avec les chiffres d'une façon irresponsable, d'une façon inconsidérée, et avec l'exemple que je donnais sur ces proportions, de façon tout à fait presque, enfin, que je qualifierais d'inhumaine. Je ne veux pas dire que les gens qui disent ça sont inhumains. Ce sont des gens qui ne sont pas moins sensibles à la souffrance que je ne le suis, que nous le sommes. Mais simplement, ils font preuve d'une distraction coupable qui est rendue possible par cette espèce d'éloge d'un nouveau totem qui est le droit humanitaire pour les organisations humanitaires et qui semble les dispenser de réfléchir aux réalités plus crues que cela. Et puis je termine en disant que la distinction civile-militaire était déjà discutable en 14, quand on mettait des gens sous l'uniforme dans une conscription obligatoire. Elle l'est encore plus aujourd'hui, lorsque le civil du jour peut être le combattant de la nuit, le civil du matin peut être le combattant de l'après-midi, le civil de l'hiver peut être le combattant du printemps, etc. Donc le mélange entre civil et combattant est de toute façon indissociable. Et cette notion-là, même si c'est problématique de le dire, cette notion-là s'est peu à peu dissoute dans le temps. Mais au fond, il ne faut pas trop regretter l'époque où une certaine clarté existait, parce que cette clarté dans la distinction civile-combattant, elle autorisait, de fait, à tuer tout combattant pour ce qu'il était, et non pas pour ce qu'il faisait. Je rappelle qu'en droit humanitaire, vous tuez quelqu'un, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. On dit souvent que c'est la définition du crime contre l'humanité et du crime de génocide. Eh bien, les juristes sont là pour nous rappeler que, par exemple, l'assassinat ciblé n'est pas autorisé. Ce qui est autorisé, c'est de tuer des gens qui sont en uniforme de l'autre côté de la ligne de front. C'est comme ça que ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors comment on va en sortir de cette affaire ? Comment le droit humanitaire peut-il évoluer aujourd'hui ? Je ne crois pas qu'il s'agit... Pour moi, il ne s'agit pas de faire évoluer le droit humanitaire. Il s'agit de rendre la guerre de plus en plus coûteuse politiquement. Il s'agit de se dresser contre les fauteurs de guerre. C'est ça qui est aujourd'hui, à part quelques situations précises où finalement le recours à la violence est légitime, encore une fois, pas forcément la meilleure idée. Je ne pense pas que, par exemple, dans le conflit israélo-palestinien, les Palestiniens aient intérêt à utiliser la violence, mais en tout cas, ils en ont le droit. C'est parfaitement légitime. Et quand un soldat se fait enlever, un soldat israélien se fait enlever, il n'est pas kidnappé. Comme c'est souvent dit dans la presse, il est fait prisonnier
par les combattants palestiniens de la partie adverse. Hein, ces petits glissements lexicaux, ils sont très significatifs d'une façon de déni, d'un certain mode de déni du droit à la résistance que peuvent avoir des populations en situation d'occupation. Mais en tout cas, le recours à la violence n'est pas forcément la meilleure idée pour eux, mais a fortiori, lorsqu'il s'agit d'aller se porter au secours de populations lointaines qui sont en situation difficile, bien d'autres moyens que la guerre existent. Les moyens de l'assistance humanitaire, évidemment, ça va de soi pour un acteur humanitaire tel que je le suis, mais bien d'autres moyens diplomatiques, commerciaux, peuvent être utilisés pour rendre l'usage de la violence coûteux. Et je pense que c'est comme cela qu'il faut envisager les choses, et certainement pas en étant prêt à sauter sur son flingue pour aller guerroyer ailleurs, en imaginant qu'avec des fusils, que la démocratie est au bout du fusil, parce que les exemples manquent pour soutenir empiriquement cette réalité-là. On ne va pas pouvoir civiliser la guerre, alors c'est pas possible. Non, je ne crois pas. C'est effectivement l'enjeu, vous avez raison d'utiliser ce terme que j'emploie dans le livre, oui. Le droit humanitaire entendait civiliser la guerre. D'ailleurs, rappelons-nous ou sachons qu'il a été critiqué avant même d'être adopté, enfin au moment où il commençait à prendre une certaine forme, il a été critiqué par des pacifistes au nom du fait que l'idée de civiliser la guerre pouvait rendre la guerre aimable, pouvait rendre l'idée de la guerre plus acceptable, en tout cas. Et que par conséquent, étant plus acceptable, elle serait plus facile à déclencher, à déclarer. C'était sans doute pas vrai, en tout cas ça n'a pas été vérifié au moment de ces campagnes-là, mais d'une certaine manière, les humanitaires tendent à donner de plus en plus de crédit et de substance à cette affirmation, puisque, en gros, nous disons que le droit humanitaire doit être respecté, ils disent, bon, la guerre est un état de fait que nous acceptons, mais nous l'acceptons d'autant plus qu'elle est conduite selon les préceptes du droit humanitaire. Sous-entendu, la guerre, qui est en réalité la négation même du droit, pourrait être conduite selon les règles du droit. Il y a une contradiction dans les termes là qui est, selon moi, totalement insurmontable. Il n'y a une seule règle dans la guerre, c'est, comme vous le disiez très justement, la victoire. C'est on recherche le gain et pas la civilisation ou autre chose. Cet ouvrage aussi remet en perspective, je dirais, pour tout lecteur, et quand on s'interroge sur ces notions-là, justement à la fois sur l'importance et la force du droit, quelque part, et la façon dont il précise, parfois de façon exhaustive même, les notions qui sont nécessaires pour l'aborder, et pour aborder cette notion justement de guerre juste, injuste, et y compris dans le cadre de l'humanitaire, en quelque sorte. Oui, mais je pense que le droit peut nous servir comme le droit, par exemple, tel qu'il est édicté par saint Thomas, ou en tout cas dans l'esprit dans lequel il a été édicté. Mais enfin, n'oublions pas que la guerre est d'abord un rapport de force, que le droit, dans une certaine mesure, est également l'expression d'un rapport de force, et que c'est dans ce cadre-là qu'il faut le voir. Bien, nous allons en rester là pour aujourd'hui. Merci, Ronny Broman, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Il s'agissait de Ronny Broman à la librairie Ombre Blanche, vendredi 22 novembre 2019, autour de son ouvrage intitulé « Guerre humanitaire, mensonges et intox, conversation avec Régis Méran », édition textuelle, lors d'une rencontre organisée en lien avec le GREP Midi-Pyrénées.